Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons à présent passer à la table numéro 4, qui s'intitule Vieillir dans la langue ou vieillir la langue. Cette table interroge les enjeux à la fois politiques et poétiques de la vieillesse à travers la voix et la langue des personnes âgées. Vieillir, est-ce perdre sa voix ou la trouver? Peut-on vieillir dans une langue qui n'est pas celle de notre passé? Nous aurons le plaisir d'écouter d'abord la présentation d'Ambre Bonté et par la suite celle de Suzy Nifoum. Nous écouterons d'abord les deux présentations, les deux interventions, puis nous ouvrirons un espace d'échange. Alors, Ambre Bonté prépare actuellement un projet de thèse en littérature médiévale à l'Université Lyon 3. Elle a notamment travaillé sur l'émergence au XIIe siècle de la conscience de soi en tant qu'individu unique à travers le parcours de Perceval, Tristan et Lancelot dans les œuvres de Chrétien de Troyes et de Béroul. Elle est également agrégée de lettres modernes et elle nous présente aujourd'hui une communication intitulée La vieille voix de Lyon ou la voix d'une expression juste, où elle explorera le concept de la vieillesse à travers le prisme de la voix poétique. Je leur laisse à présent la parole. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'avoir accueillie, pour cette belle journée d'études, sur, la vieillesse et ses représentations. Je vais vous parler aujourd'hui de François Villon, un poète du XIVe siècle. Alors pourquoi s'intéresser dans une journée qui est consacrée à la vieillesse, à un poète qui avait à peine 30 ans au moment de la rédaction du Lays, du Testament et des poésies diverses? Pourquoi prendre au sérieux ce qui semble relever d'un simple et ludique effet de réel, consistant à nous faire croire qu'il n'y a pas d'art, que ce que nous lisons est vrai, pour citer Michel Zinc? La vieillesse dans l'œuvre de François Villon a été étudiée comme un enjeu rhétorique et idéologique. Elle permet tantôt de jouer avec la sagesse qu'on lui présuppose et faire rire l'auditoire, tantôt de se disculper et de susciter la pitié et le pardon des protecteurs et mécènes. Par ailleurs, elle résulte, au moment où Villon écrit, au XIVe siècle, d'une longue tradition dont le poète se saisit comme d'un intertexte. Du roman de la Rose de Jean Demain aux ballades d'Eustache Deschamps, c'est une figure qui relève à l'époque du filon littéraire, pour citer Mühlthaler, et qui fait partie du personnel poétique traditionnel. Enfin, la vieillesse prend une importance particulière avec l'évolution des mentalités médiévales. À l'automne du Moyen Âge, selon la formule consacrée d'Huizinga, la pensée de la mort prend en effet une ampleur considérable et la présence de vieillesse se multiplie dans les artes moriendi, ou art de bien mourir, comme dans les danses macabres. Par ses discours pathétiques et son apparence vile, elle doit provoquer la réflexion morale du chrétien et participer à son édification. Que la vieillesse apparaisse dans la poésie de François Villon ne surprend donc pas a priori, quand elle sature à ce point le réel et l'imaginaire du XIVe siècle. Pour autant, j'aimerais aujourd'hui me détacher de la dimension contextuelle et intertextuelle de la vieillesse dans l'œuvre de Villon, pour faire apparaître un enjeu plus résolument moderne. Et je l'envisagerai ici non comme un artifice, mais comme une voix du poète qui réfléchit sur les limites du langage tout en expérimentant ses potentialités et qui se fait lieu d'introspection et de conscience de la finitude humaine. Bien qu'il soit tributaire d'un contexte historique qui n'en fait pas totalement un moderne, François Villon compte parmi les poètes conscients de la précarité du langage. Et on peut lire son œuvre comme un combat contre l'arbitraire du signe, contre le mot usé et désormais vide de sens, selon la formule de Roger Dragonetti. Cette conscience du signe disparu derrière des effigies, c'est aussi ce qui définira la recherche de la poésie moderne, celle qui devra, d'après Yves Bonnefoy, retrouver des présences réelles derrière les mots représentations. Dans les poèmes de Villon, c'est souvent par des listes et des anaphores que le poète dénonce la langue scélérate et ses contradictions et tente de la resémantiser. Je vous en donne ici quelques exemples. Par exemple, la ballade des proverbes dans les poésies diverses, tant parle-t-on que l'on se contredit, ou encore la ballade des langues ennuyeuses dans le Testament, où le poète insiste sur la nécessité de faire frire les langues scélérates. Mais ce qui va d'abord nous intéresser aujourd'hui, c'est que cette défiance toute moderne du langage, qui exhibe donc l'inadéquation entre le mot et la chose qu'il dit, et le déplacement sur le plan poétique d'une autre inadéquation, celle qui existe entre le moi et le je et qui révoltera Arthur Rimbaud en 1871. Je cite: « Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon,
Il n'a rien de sa faute. Et tant pis pour le bois qui se trouve violon. Je est un autre. C'est formuler là l'inadéquation entre le moi social et l'intériorité. C'est dire d'une autre manière la dissociation de l'être qu'exprime Villon dans son débat avec son cœur. Qu'est-ce que j'entends? C'est moi. Qui? Ton cœur, dont la vie ne tient plus qu'à un fil ténu. Je perds ma force, ma chair et mon sang, quand je vois que tu te retires ainsi solitaire, comme un pauvre chien tapi dans son coin. Pour quelle raison? À cause de ta vie dissolue. Que t'importe? J'en ai un profond chagrin. Laisse-moi en paix. Pourquoi? J'y réfléchirai. Quand donc? Quand je serai sortie d'enfance. Je ne t'en dis pas plus, et je m'en passerai bien. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la vieillesse dans l'œuvre de François Villon? Il me semble que les vieilles voix que sa poésie fait entendre sont justement des occasions d'interroger et de contourner la précarité du langage. Si les mots trahissent l'intériorité de Villon, c'est d'abord parce qu'il écrit à une période où la poésie est moins création que réécriture, selon des traditions et des codes hérités. La langue précède le poète, les mots sont déjà là, et le moi doit les reprendre à son compte. Ainsi, au XIVe siècle, le poète fait partie d'une élite cultivée dont on attend des pièces courtoises, des poèmes de propagande ou des œuvres morales. Et comment Villon pourrait-il, lui qui est un banni de la société, rejeté par tous, se conformer à une telle exigence? Pourquoi ce marginal devrait-il célébrer l'amour qui déchirait son cœur dans le lait au vers 14-16? Villon décide ainsi d'écrire contre. Il va rompre avec les codes dans une vaste entreprise de dérèglement où la vieillesse sera une ressource parmi d'autres pour scandaliser les exigences traditionnelles. Le lait qui se présente comme le testament d'un amant qui fuit le monde courtois et l'amour, mine d'emblée la poétique de la fine amour, inadaptée à l'intériorité. Villon lui oppose une poétique de l'ironie et de la décrépitude, où valsent plusieurs représentations du poète en lâche, en misérable, en cruel ou enfin en vieux. La vieillesse apparaît alors au fondement d'une nouvelle forme d'écriture, celle des legs burlesques. Car, je cite, puisqu'il me faut partir et que je ne suis pas certain de revenir, je ne suis pas un homme sans faiblesse, pas plus qu'un autre je ne suis en acier ou en étain. Incertaine est la vie des hommes, et il n'y a pas de relais après la mort. Je m'en vais en terre lointaine, et je rédige donc ce présent testament. La distance prise avec l'amour courtois, qui est un idéal intemporel, réinscrit le poète dans le temps humain, celui de la finitude. Le poète redevient accessible au processus de vieillissement et il s'endort, à la fin du lait, sec et noir comme un goupillon. Toujours en rupture avec l'idéal courtois, Villon s'approprie un corps qu'il expose dans sa matérialité, dans ses textures. Il amplifie sa description dans le testament. Je regrette le temps de ma jeunesse. Il s'en est allé et je demeure, pauvre de sens et de savoir, triste et pâle, plus noir qu'une mûre. La vieillesse est par deux fois associée à la couleur noire, celle du pourrissement des corps morts, qui inscrit la présence de la mort dans la vie. Annoncée par les descriptions du noircissement et de l'assèchement du corps, la mort fera, Villon l'annonce, frémir, pâlir, courber le nez, gonfler les veines, enfler le corps, le rendra flasque et mou, étirera et distendra les articulations, les os et les tendons. Cette distorsion insoutenable du corps passant de la vie à la mort est l'aboutissement de la vieillesse, selon Villon, à savoir une déchéance. Pourtant, il la célèbre, car elle s'oppose, bien réelle, à la beauté conventionnelle et factice révérée par la lyrique courtoise. Ainsi lui, à l'opposé des mensonges du langage courtois, rappelle-t-il à sa propre amie qu'un jour viendra, qui fera dessécher, jaunir, flétrir votre fleur épanouie. J'en rirais alors, si j'avais encore mes dents. Que nenni, ce serait agir en fou. Vieux je serais, et vous laide, sans couleur. Dans les deux testaments, l'odeur pestilentielle de la mort à venir, le craquement des os et des tendons, l'assèchement des chairs interrompent scandaleusement la lyrique amoureuse traditionnelle. Nous disions tout à l'heure que les mots trahissent l'intériorité du poète, et la vieillesse va résoudre ces insuffisances du langage en faisant émerger une voix autre, mais plus juste, plus adéquate à l'expérience vécue. Si nous savons justement bien peu du vécu de Villon, il aurait été emprisonné, condamné à mort, sauvé puis banni. Une évidence émerge cependant à la lecture de son œuvre. Il fut en effet très proche des milieux populaires, de la lie parisienne du XIVe siècle, qui fréquentait bordels et tavernes. Surtout, la vie lui fut âpre. La misère, la pauvreté, les vices débordent sa poésie. Leur évocation est cynique, désabusée,
et contraste avec la voix juvénile de Villon l'écolier. Pour mieux dire sa propre expérience du réel, si inadaptée à son âge, le poète trouve alors dans les vieillards un appui, puisqu'ils ressentent la même indifférence à la misère, ont les mêmes regrets des abusés. Il va donc emprunter leur voix, qui est celle de la déception et de la lassitude. Ainsi, les regrets de la belle Hommière sont ceux du poète, et la vieille prostituée est un double vocal, intellectuel, voire corporel de Villon. Si c'est elle qui déplore sa déchéance, que suis-je donc devenue? On entend la voix du poète qui s'y superpose. Dans la ballade pour prier Notre-Dame, on décèle aussi, sous les mots de sa mère, l'inquiétude du poète. Dame du ciel, reine de la terre, impératrice des marais infernaux, accueillez-moi, votre humble chrétienne, au nom de vos élus, même si je n'ai jamais rien valu. Je suis une vieille et pauvre femme qui ne sait rien. Je ne lus jamais une seule lettre. La fragilité de cette femme illettrée qui implore l'asile auprès des élus, même si je n'ai jamais rien valu, nous touche par des accents de sincérité qui ne sont pas des artifices rhétoriques ou pragmatiques. Cette prière n'est que l'expression de la peur de mourir. Et en cela, la vieille femme, la pauvrette, est une personnification de l'angoisse de Villon. Ces expériences du vieillissement funeste d'autres que lui mettent en perspective les souffrances, désillusions et craintes du poète. La vieillesse est un support pour ressaisir son expérience et l'une des possibilités que Villon trouve dans le langage pour le faire venir à des accents de sincérité. Le risque alors serait que le poète se diffracte dans cette multiplicité d'instances jusqu'à se perdre. Et ce n'est paradoxalement pas le cas, car l'identité de Villon réside dans la pluralité des voix qui le composent, comme le montre la ballade du concours de Blois, où le poète est le foyer d'expériences contraires. La vieillesse est bien plutôt l'un des visages du poète et participe de la polymorphie, de l'ambiguïté qui est au principe de son identité. D'un vieillard, je porte la voix et le ton, et je ne suis qu'un jeune sot. La vieillesse est un visage et non un masque, puisqu'elle n'est pas un artifice, mais une ressource essentielle pour se dire que le poète porte, renferme en lui. Et cette vieillesse, elle aussi, est ambiguë. La vieille Hommière en est l'exemple, dont les regrets sont sensuels mais émouvants, invitant à la luxure, mais sur le ton de la sagesse. On retrouve bien là l'indécidabilité au cœur des poèmes de Villon, tout à la fois émouvant et drôle, puisque quel poème en effet provoque-t-il des émotions plus paradoxales que le quatrain du condamné à mort? Je suis François, ce dont il me pèse, né à Paris près de Pontoise et pendu à la corde d'une toise. Mon cou saura combien pèse mon cul. Qu'elle incarne le refus d'une poétique écrasante ou qu'elle soit le redoublement de l'expérience intérieure et la possibilité de la mettre en mots, la vieillesse pâlit l'inadéquation entre le moi et le monde, entre le poète et son langage. Villon, avec elle, trouve une langue qui dit son être. Cette langue est aussi scandaleuse que ce à quoi incitera Rimbaud. Elle est purulente, pourrie, putride. Elle sent la mort, est profondément déplaisante. En étant la célébration de la marginalité et de la misère, elle place le poète hors d'atteinte. Car, je cite, « qui meurt a le droit de tout dire ». Simone de Beauvoir enjoignait les lecteurs de la vieillesse à troubler leur tranquillité en affrontant leur nature d'être finis dans la conscience de leur vieillissement. Selon elle, je cite, « c'est parce qu'il en a pris conscience que le poème de Villon a une résonance exceptionnelle. » Villon en a pris conscience, en effet, jusqu'à même affronter, assumer la matérialité de son corps et sa nature altérable. Nous avons vu combien il détaille la décrépitude et l'amorce de la putréfaction que constitue pour lui la vieillesse. Car pour le poète, être à l'écoute de la vieillesse, c'est être conscient de sa mortalité. Les effets physiques du vieillissement sont pour lui le signe de la mort à venir, et l'on comprend donc pourquoi sa poésie se fait si sensible à la finitude. Les voix des vieillards qui peuplent ses poèmes éveillent sa conscience de la mort, et il peut alors imaginer la sienne. Ne mourrai-je pas? Oui, si Dieu le veut, mais seulement après avoir bien joui. Alors une belle mort ne me déplaît pas. Côtoyant par les vieux la finitude, il se familiarise avec elle jusqu'à la dédramatiser. Je sens venir ma dernière soif. Je crache des jacobins blancs comme du coton, gros comme une balle. Non seulement Villon se sait mortel, mais il se confronte en parole à cette fin qui le menace et prend la décision d'organiser son enterrement.
Tout y sera périssable, altérable, fragile, de l'encre au charbon. Pour que chacun me voie, non pas en chair et en os, mais en peinture, qu'on trace mon portrait à l'encre, s'il ne coûte pas trop cher. Pas de tombeau, je n'en ai cure. Il serait trop lourd pour le plancher. Plus loin, si on n'a pas de quoi écrire, qu'on prenne du charbon, de la pierre noire, mais sans rien graver dans le plâtre. Au moins, on gardera de moi le souvenir d'un guéleron. C'est là peut-être ce qui montre le mieux son discernement sur ce que mourir veut dire. Il sait que la mort fait table rase, fait disparaître sans laisser de traces, et qu'il vaut mieux abandonner toute prétention d'immortalité, car avec la mort, tout prend fin. Villon, parce qu'il assume si radicalement sa finitude, peut alors tirer de son expérience personnelle un constat plus universel. La condition de l'homme est de vieillir jusqu'à mourir. Le jeu est apte à transmettre ce savoir, qui est que mort saisit sans faire d'exception, et que tous sont destinés à mourir. Se montrant ainsi sensible à l'universelle condition, Villon fait de sa poésie un espace qui accueille et recueille la fragilité des autres. Comme marchand de paroles, il devient un colporteur des voix de ceux qui sont promis à la mort. Ce sont les vieux compagnons. D'eux, il ne reste désormais aucune trace. Ses parents. Mon père est mort, Dieu est son âme. Quant à son corps, il gît sous une pierre. Je sais que ma mère mourra, et elle le sait bien aussi, la pauvre femme, et que son fils ne vivra pas éternellement. Ou même tous ceux qui parlaient en vieux français, quand au XIVe siècle, la langue a déjà changé. Ainsi, la ballade pastiche est une démonstration en acte du vieillissement de la langue. Et on peut considérer que la poésie de Villon est éthique, car le poète se soucie des morts comme le montrent ses questions inquiètes. En celui qui perd son souffle, un flot de bile se répand sur son cœur, puis il sent Dieu sait quelle sueur. Et qui le soulage alors de ces mots? Où sont les neiges d'antan? Plus encore, il se soucie des vivants promis à la mort, de ces misérables à qui il ne reste plus que la honte et la misère. Misère des prostituées, par exemple. Mais qui oserait affirmer que ces filles avec qui je parle chaque jour n'étaient pas autrefois des femmes honnêtes? Honnêtes, elles le furent réellement, ne méritant ni reproche ni blâme. Ces prostituées donc dont il rappelle l'honneur. Misère aussi des pendus que le poète invite à prendre en pitié comme des frères humains dont il interdit de se moquer. Ne soyez pas sans cœur à notre égard. Vous nous voyez pendus ici, 5 ou 6. La chair que nous avons trop nourrie, la voilà depuis longtemps défaite et pourrie. Et nous, les os, devenons cendres et poussière. Ne vous moquez pas de nos souffrances, mais priez Dieu que tous, il nous absolve. Misère encore d'un vieillard qu'on veut faire taire car sa parole déplaît, dérange. Jour après jour, il souhaite mourir, tant la tristesse lui serre le cœur. Villon pourtant entend sa souffrance, on le voit. Et misère enfin de sa mère, l'illettrée incapable de laisser une trace de son passage sur terre, et dont Villon recueille la voix pour nous en transmettre le souvenir. Accueillant ceux à qui la parole n'est pas donnée ou méprisée, ou est méprisée, cette poésie est éthique. Mais elle n'est pas morale, car l'accueil n'est pas consolation, car la conscience n'amène pas à la sagesse. Les discours du vieux Villon sapent toute prétention d'autorité et d'édification. Ces discours apparemment moraux sont minés de l'intérieur, et le poète se borne à consigner les leçons de la vieille Homère, et vaille que vaille sera son seul commentaire. Dans la ballade de bonne doctrine, la seule recommandation du vieux moraliste est de profiter déraisonnablement de la vie en contrepartie de la mort future. Profitez au mieux de votre vie, et par Dieu rappelez-vous tous, un jour ou l'autre, vous mourrez. Surtout, l'attitude de Villon montre son incapacité à tenir un discours moral, à enseigner la vertu. Repensant à ses erreurs de jeunesse, il admet qu'il ne se corrigerait pas. Mais que ce jeune bachelier renonce aux jeunes bachelières? Certainement pas, dût-on le brûler vif. Débattant avec son cœur, il se passerait bien d'avoir des remords et de lire des ouvrages de morale. Et surtout, lorsqu'il demande pardon à ses ennemis, au seuil de la mort, ses excuses se transforment en ultime provocation. Pour éviter les querelles, je demande à tous pardon. Puis, qu'on leur brise les 15 côtes avec de gros maillets massifs et durs, des boules de plomb et autres balles du même genre. Je demande pardon à tous. Villon, toutefois, ne revendique pas l'immoralité.
Et la vieillesse n'a pas pour objectif de jouer avec les interdits ou de justifier la débauche. Si les testaments ne sont pas édifiants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Ils ne soulagent pas les mourants, et ne les guident pas vers la vertu, parce qu'il n'est rien qui résiste à la mort. Et parce que même lorsqu'on demande à Dieu pour quelle raison et au nom de quoi on est né si tôt, notre Seigneur alors ne souffle mot, car il perdrait le débat. Ce n'est donc pas par jeu ou par intérêt que Villon renonce au discours édifiant. Car si devant l'absurdité de la mort même Dieu se tait, il n'est donc pas de croyance qui tienne, pas d'espoir à chercher. C'est peut-être l'ultime protestation de Villon contre un langage qui trahit, car la morale qu'on pourrait exiger n'est finalement qu'un amas de mots qui ne tiennent pas devant la réalité terrifiante de la mort. N'étant promesse ni de salut ni d'un ailleurs, cette voie est d'autant plus juste. Le réel est tout ce qui nous sera donné, et tout ce que la parole poétique doit nous donner. Finalement, dans la vieillesse commune et partageable, Villon cherche surtout d'autres mourants, autant de compagnons de misère, de compagnons de malheur, pour soutenir ensemble l'inévitable épreuve de la mort. Finalement, savoir que tous mourront, que les derniers seront les premiers, rien n'y fait. Le jeu mourra. Mais le poète ne se fait pas non plus mutique face à un tel constat. Au contraire, il tisse la mélodie d'une litanie gaiement désabusée, la même qu'entonnera à la forgue quelques siècles plus tard. Peut-être trouve-t-il dans la parole poétique un soutien, une maigre certitude, celle qu'au moins ces mots en feront un éternel vivant, comme le met en abîme l'épître, où la voix du mort émerge de son tombeau d'encre et de bois pour revenir une dernière fois enchanter le monde. Je vous remercie. Quant à Suzy Nifoum, elle est doctorante au sein du laboratoire Améribert, ici, à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle prépare une thèse qui s'intitule La Guinée équatoriale entre l'Espagne et la France, enjeux culturels, économiques et diplomatiques, sous la direction de Jesús Alonso Carvalles. Elle nous présente aujourd'hui une communication intitulée Vieillir dans un environnement bilingue, la réalité des personnes âgées en Guinée équatoriale. Bonsoir à tous qui sont connectés, bonsoir. Pour ceux qui se connectent à peine, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de la journée des doctorants de Améribert. Il faut dire que c'est un privilège pour moi de prendre part à cette 11e édition, qui est d'ailleurs pour moi la première. Et c'est un privilège pour moi. Je tiens au passage à remercier les membres du comité d'organisation de cet événement. Je tiens aussi à remercier tous les panélistes qui sont passés avant moi, qui ont pu travailler, qui ont pu aborder le thème de la vieillesse, tant sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan artistique. Et pour ne pas reprendre tour à tour leur thème, moi, je me propose de vous édifier sur comment vieillir dans la langue à travers les pratiques linguistiques dans un environnement bilingue, notamment la difficulté d'adaptation des personnes du troisième âge aux langues européennes en Guinée équatoriale de nos jours. D'entrée de jeu, cette question pose le problème d'adaptation des équato-guinéens aux langues européennes, notamment le français, l'espagnol et le portugais. Nous nous basons sur les personnes du troisième âge ayant vécu durant la Première République en Guinée équatoriale, de la Première République à nos jours. Pourquoi choisir les personnes du troisième âge? C'est pour montrer comment ces personnes vivent le multilinguisme en Guinée équatoriale alors que nous sommes au XXIe siècle. Donc, pour traiter cette question, je me suis basée sur mes données, puisque, comme Manon venait de le dire, je travaille sur la Guinée équatoriale à travers les enjeux culturels de son appartenance à deux espaces géopolitiques, à savoir l'hispanophonie et la francophonie. Donc, cela m'a permis d'identifier ce thème, notamment de l'adaptation des personnes du troisième âge aux langues européennes, qui est une conséquence du choix d'ouverture du président actuel de la Guinée équatoriale vers l'extérieur. Et l'objectif pour moi, en participant à cette journée d'études, est avant tout de marquer mes premiers pas dans le monde scientifique. Il faut dire, comme je le disais en amont, c'est la première fois pour moi de participer à une journée d'études ici en France.
Donc, je voulais vraiment marquer mes premiers pas. Et aussi, à part le fait de marquer les premiers pas, je voulais aussi faire connaître la Guinée équatoriale au sein de Améribert, parce que lorsque je suis arrivée, à travers les séminaires auxquels j'ai pu participer au laboratoire, j'ai pu constater que la majorité des séminaires tournaient autour soit de l'Amérique latine ou de l'Espagne. La Guinée équatoriale était un peu isolée. La Guinée équatoriale étant aussi un pays hispanophone, mais ne pas être vraiment représenté au sein d'Améribert, moi, j'ai trouvé utile pour moi, travaillant sur la Guinée équatoriale, de venir parler de ça aujourd'hui alors qu'on inaugure la journée des doctorants du laboratoire. Donc, dans un premier temps, nous avons identifié les causes liées aux problèmes linguistiques que connaissent les personnes du troisième âge en Guinée équatoriale. Et ces causes, nous les retrouvons aussi bien durant la Première République de Guinée équatoriale que dans la Seconde République. Il faut souligner au passage que la Guinée équatoriale a connu deux républiques. La première, elle est initiée après les indépendances, c'est-à-dire en 1968. Elle prend fin en 1979 après un coup d'État. Ça, c'est la Première République. La seconde va intervenir en 1979 jusqu'à nos jours. Donc, permettez-moi de faire une lecture des causes du problème linguistique que connaissent les personnes du troisième âge en Guinée équatoriale. Avec une superficie de 28 051 km² et située en Afrique centrale, la Guinée équatoriale est un pays hispanophone par son héritage colonial, limité au nord par le Cameroun, au sud et à l'est par le Gabon et à l'ouest par le Golfe de Guinée. C'est l'espagnol qui assume l'ensemble des fonctions officielles au sein des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de nos jours. La présence de l'Espagne en Guinée équatoriale se justifie par le processus colonial. Dès le XVe siècle, alors que les explorations ont débuté en Afrique, l'Espagne a été écartée de l'Afrique noire par le traité de Tordesillas, qui délimite les sphères d'influence entre les deux États ibériques, l'Espagne et le Portugal. Il faut dire que le traité de Tordesillas délimite les sphères d'influence entre l'Espagne et le Portugal, donc deux États ibériques. Donc, l'Espagne interviendra officiellement au sud du Sahara en 1778, après la signature du traité de Pardo. Par ce traité dit El Pardo, le Portugal cède à l'Espagne Fernando Poo, à Narbonne et le droit de commercer au Niger, à l'Uruguay en échange d'une rectification de frontières dans le sud du Brésil. Il faut dire que le Portugal était maître de l'Afrique et l'Espagne était au niveau de l'Amérique latine. Mais pourquoi l'Espagne se retrouve en Afrique? L'Espagne se retrouve en Afrique à travers le traité de El Pardo par lequel le Portugal céda l'Espagne à l'Afrique. En retour, ce qui va justifier le fait que le Brésil parle portugais en Amérique latine. En retour, le Portugais va échanger, enfin l'Espagne va échanger le Brésil au Portugais. Voilà. Donc, les Espagnols tentent de s'établir sur l'île, c'est-à-dire en Guinée équatoriale, mais se retirèrent 3 ans après. Nous notons que la méconnaissance que bon nombre ont de la Guinée équatoriale aujourd'hui vient du fait que l'Espagne elle-même n'a jamais manifesté un intérêt particulier pour la Guinée équatoriale, à cause de l'immense territoire que l'Espagne avait en Amérique latine. Ce qui faisait que, alors que les explorations ont débuté en Afrique, l'Espagne était en Amérique latine, ce qui fait que la Guinée est restée longtemps inoccupée, ce qui a suscité la présence de diverses colonisations à travers l'arrivée des Britanniques, des Portugais et après des Espagnols. Donc, après la perte des dernières colonies, c'est après la perte des dernières colonies que l'Espagne se tournera en Afrique, et ce, après le passage des Anglais en 1827. Donc, l'Espagne va intervenir en Afrique entre 1827 et 1828, alors que le Portugal avait déjà cédé le sud, voilà, la Guinée équatoriale en 1778. Donc, c'est en 1927
que l'Espagne va intervenir en Afrique après la perte des dernières colonies. Donc, il faut souligner que les peuples autochtones n'ont offert aucune résistance à la domination espagnole. Donc, on note que l'Espagne n'a pas eu de souci à s'implanter en Guinée équatoriale, contrairement en Amérique latine où les peuples autochtones ont fait preuve de résistance à la domination espagnole. Et René Pélissier, historien français, le souligne en ces termes, je cite, « L'Espagne n'a usé d'aucune influence pour s'implanter sous l'Équateur. » L'indépendance de la Guinée équatoriale arrive tardivement. Alors que les mouvements d'autonomie éclatent de toutes parts en Afrique, c'est 8 ans plus tard, le 12 octobre 1968, que le pays obtient son indépendance et est proclamé la première république à la tête de laquelle Macias Nguema est élu chef d'État. Il faut dire que l'Afrique en général a été colonisée, pour la plupart a obtenu son indépendance des pays africains en 1960. La plupart des pays, on va citer le Gabon, le Togo, le Cameroun, la Centrafrique, mais la Guinée équatoriale, entre-temps, était toujours sous la domination espagnole. Donc, c'est 8 ans plus tard que le pays va obtenir son indépendance et au cours de laquelle la Première République est proclamée. Dans cette période, partant de 1968, après l'indépendance, à 1979, se caractérise par une répression qui paralyse tous les domaines du pays. Le nouveau dirigeant entreprend une révolution anti-impérialiste et coupa les liens avec l'ancienne nation colonisatrice, c'est-à-dire l'Espagne, compromettant ainsi toute coopération entre les deux pays. Il faut dire que Macias Nguema, lorsqu'il arrive au pouvoir, il instaure une dictature, ce qui va mettre en cause les relations que le pays a avec l'Espagne. Donc, en interne, les atrocités du pouvoir de Macias Nguema et son rejet de l'Espagne conduisent cette dernière à déclarer materia reservada toute affaire concernant la Guinée équatoriale. Au niveau culturel, cette répression se caractérise par la remise en cause de la langue espagnole, qui pour le premier président est un outil de domination. Pour asseoir les bases de son pouvoir au niveau culturel, Macias Nguema adopte une politique dite authenticité. Cette politique prétend, entre autres, anéantir toute culture étrangère pour adopter la culture de l'ethnie dominante, c'est-à-dire l'ethnie Fan. Il faut dire que les Fan représentent 80% de la population équato-guinéenne. Donc, cette politique fit émerger la pratique des langues locales durant le règne de Macias Nguema. Pour un peu résumer la première phase de la première république de Guinée équatoriale, il faut mieux comprendre parce que ça a une conséquence sur la pratique des langues en Guinée équatoriale, notamment pour les personnes du troisième âge. La Guinée équatoriale, après l'indépendance, la colonisation, obtient son indépendance en 1968. Donc, entre 68 et 79, le pays est sous la domination de Macias Nguema, qui, une fois installé, instaure une dictature. Cette dictature se manifeste sur le plan culturel par l'imposition d'une politique dite authenticité. Dans cette politique, la conséquence, c'est qu'elle remet en cause, la politique dite authenticité remet en cause la langue espagnole qui, pour Macias Nguema, est l'outil de domination. Donc, cette politique fit émerger, cette politique valorise les langues locales. Donc, durant le règne de Macias Nguema, la population équato-guinéenne va parler les langues locales, pas l'espagnol. Donc, après le coup d'État fait par Obiang Nguema, qui est d'ailleurs son neveu, l'actuel président, neveu de Macias Nguema, il a fait le coup d'État à son oncle, le neveu du président nommé Golpe de Libertad, parce qu'on va dire on était sous le plan dictatorial. Lorsqu'il fait un coup d'État, ça sonne comme un coup de liberté. On passe d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Le pays renoue les liens avec l'ancienne nation colonisatrice qui était déjà écartée de la Guinée équatoriale à travers la dictature imposée par Macias Nguema. Donc, après le renversement, le nouveau président renoue les liens avec l'ancienne nation colonisatrice et accepte de nouveau l'espagnol comme langue officielle parlée
dans l'administration, dans tous les domaines de la vie du pays et par toute la population. Contrairement au temps de Mathias Nguema, où ce sont les langues locales qui étaient pratiquées en Guinée équatoriale. Donc, en renouant les liens avec l'ancienne nation colonisatrice, Obiang-Nguema fait entrer également le pays dans divers organismes internationaux parce qu'il faut dire, durant le temps de Mathias Nguema, le pays était, on va dire, isolé à cause de la dictature qui sévissait en Guinée équatoriale. Donc, le pays était isolé de la scène internationale. Donc, lorsque Obiang-Nguema arrive au pouvoir, il renoue les liens avec l'ancienne nation, fait reconnaître l'espagnol dans tous les domaines du pays. En même temps, pour faire rayonner le pays à l'extérieur au niveau international, il fait entrer le pays dans les organismes internationaux. On va citer la zone CEMAC qui regroupe l'ensemble des pays africains ayant en partage le franc CFA comme monnaie d'échange. En même temps, il fait entrer le pays dans la francophonie. La francophonie, la CPLP, étant l'ensemble regroupant les pays ayant en partage la langue portugaise. Donc, c'est ainsi que la Constitution de Guinée équatoriale reconnaît le français comme seconde langue officielle en 1998 et plus tard, en 2011, le portugais deviendra la troisième langue officielle du pays. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan linguistique et particulièrement pour les personnes du troisième âge ayant vécu durant la Première République et habituées à parler dans leur langue vernaculaire. Donc, avant d'entamer les conséquences, pour résumer, on va dire la Guinée équatoriale, après la colonisation, obtient l'indépendance. Cette indépendance fit émerger la politique de Mathias Nguema, qui instaure la dictature à tous les niveaux. Au niveau culturel, cette dictature a pour conséquence l'émergence des langues locales et le rejet des langues officielles, à l'instar de l'espagnol. Maintenant, lorsque Obiang-Nguema arrive au pouvoir en 1979, il renoue les liens avec l'ancienne nation, qui est l'Espagne. En même temps, il fait entrer le pays dans les organismes internationaux, donc faisant de l'espagnol, le français, le portugais, les langues parlées dans tout le pays. Alors, or, les personnes du troisième âge et les équato-guinéens en général, durant le temps de Mathias Nguema, avaient pour habitude de parler en langue locale, dont le Fang, le Boubi, le Ndowé, les langues locales de la Guinée équatoriale. Donc, la conséquence de ces politiques linguistiques, c'est ce qu'on va montrer dans la deuxième partie. Donc, ce qui n'est pas conséquence sur les personnes du troisième âge étant habituées à parler en langue vernaculaire. La première conséquence qui découle de ces politiques, tant de la Première République que de la Seconde République, est qu'on note une impossible adaptation des équato-guinéens en général aux langues locales et des personnes âgées en particulier aux langues européennes. Le Gabon est frontalier à la Guinée équatoriale, comme je le disais tantôt, et moi, étant gabonaise, j'ai eu l'occasion de voyager pour la Guinée équatoriale. Et ce qui se passe en Guinée, c'est que la majorité, c'est vrai que l'espagnol est la langue officielle, mais la majorité se sent à l'aise en parlant Fang. Et vous allez même remarquer, lorsque vous suivez bien le discours du chef de l'État, lorsqu'il s'exprime, il y a un fort accent, un accent Fang qui se dégage dans l'espagnol qu'il est en train de parler. Tout ça trouve son origine dans la politique d'authenticité mise en place par le premier président. Donc, ça, c'est la première conséquence sur les personnes du troisième âge qui sont obligées de parler, qui ont du mal à s'adapter aux langues européennes, notamment l'espagnol, le français, le portugais. Donc, la deuxième conséquence est que ces politiques entraînent un conflit entre les personnes âgées et les plus jeunes. On va dire que les jeunes générations, aujourd'hui, ont la possibilité d'apprendre les langues facilement à travers Internet, alors que les personnes du troisième âge apprendre déjà une langue que tu découvres à peine, ce n'est pas tant facile. Mais ajouter déjà l'espagnol qui est difficile d'apprendre, ajouter à cet espagnol le français et le portugais qu'ils découvrent à peine, ça va faire trop de choses. Du coup, il n'y a pas l'adaptation, ils n'arrivent pas à s'adapter aux langues qu'ils découvrent à peine. Nous pensons, comme certains équato-guinéens, à l'instar d'Adeline Darrigol et d'autres penseurs, que la population de Guinée équatoriale
et les personnes du troisième âge en particulier la population est victime d'une discrimination linguistique. Le gouvernement équato-guinéen doit procéder à un aménagement linguistique afin de valoriser les langues locales. Et de cette façon, chacun pourrait choisir la langue dans laquelle vieillir. Et on peut répondre à la question que Manon posait dès le départ en introduisant le sujet, que oui, on peut vieillir dans une langue autre que celle du passé. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les personnes du troisième âge, durant le temps de Macias, parlaient dans une langue, mais au fil du temps, ils découvrent d'autres langues et ils seront obligés de vieillir dans d'autres langues. Donc, pour éviter que cela arrive, nous pensons que le gouvernement doit procéder à un aménagement linguistique pour favoriser aussi bien les personnes âgées que les jeunes générations, afin que chacun choisisse la langue dans laquelle vieillir. Parce que ce qu'on constate est que c'est vrai, la Constitution de Guinée équatoriale a reconnu le statut de langue officielle au français, à l'espagnol et au portugais, mais la réalité sur le terrain est autre. On remarque que c'est vrai, ces langues juste d'un statut officiel, mais ne sont pas parlées. Les Équato-Guinéens préfèrent parler en langue vernaculaire. Donc, le français, le portugais sont juste de papier, langue de papier juste pour les affaires. Mais sur le terrain, ce sont les langues locales qui sont parlées et je crois que ces langues locales doivent être valorisées afin de permettre aux personnes âgées déjà habituées à parler dans leur dialecte de s'exprimer à l'aise. Donc, pour finir ce travail, comme tout travail scientifique présente des limites, la première difficulté à laquelle j'ai fait face, c'est de ne pas avoir assez d'outils pour démontrer l'inadaptation des personnes du troisième âge aux langues européennes, notamment le français, le portugais, l'espagnol. Et la deuxième difficulté a été le fait de ne pas avoir assez de temps pour pousser plus loin ma réflexion. Et il faut dire que j'ai découvert le sujet un peu en retard, ce qui m'a permis juste d'écrire quelque chose en rapport avec mon sujet. Mais qu'à cela ne tienne, ce que j'envisage faire et ce que j'envisageais faire, c'est le terrain. C'est le terrain afin d'interroger ces personnes du troisième âge et, si possible, faire un travail linguistique, la sociolinguistique, afin de montrer comment l'inadaptation se manifeste à travers l'expression, à travers soit les représentations qu'ils ont des langues locales, comment ils se représentent les langues locales. Donc, ce travail, soit les entretiens semi-directifs, je pourrais rédiger des questionnaires afin de savoir comment les personnes du troisième âge se représentent les langues européennes imposées par le gouvernement. Voilà, donc ce travail fera l'objet d'un prochain, je crois, colloque. Donc, je vous remercie.